Aujourd'hui, on analyse le projet Anchor puis son token, le Anchor. Est-ce qu'on va faire un vrai projet game changer ou encore une fois, juste des belles promesses marketing? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui parce que, soyons honnêtes 2 secondes, il y a beaucoup de monde bullish sur Anchor, mais quand tu regardes sa charte de prix, le premier mot qui me vient en tête, c'est pas directement bullish. Ok, mais c'est un bon investissement ou faut que je m'en débarrasse? C'est ça au final qu'on veut savoir. Après plus que 100 heures de recherche minimum sur le projet, en analysant tant le fondamental que la tokenomics, puis même le potentiel en prix, je pense que j'ai clairement des éléments qui pourraient clairement nous aider à trancher. Si t'aimes ça, ce genre d'analyse-là, qui prend le temps de vraiment décortiquer les projets, je t'invite à prendre ton curseur puis d'appuyer sur le bouton like. Ça prend 2 secondes, puis ça m'aide, mais ça montre surtout à l'algorithme. C'est ce genre de vidéo-là qui mérite d'être mise en avant. Puis plus on va être nombreux à pousser du contenu de qualité, puis plus on va s'éloigner des discours simplistes qu'on voit pas mal trop souvent. Bref, on commence. Bon, imagine que tu as très bien réussi ton bull run, puis tu t'as offert une Ferrari. Bon, elle est super belle, elle va extrêmement vite, mais problème, il n'y a aucune route assez de qualité pour que tu puisses rouler à la vitesse que tu veux, puis surtout en fait, en profiter pleinement. Tu peux toujours essayer de rouler sur un chemin de campagne, ça va jamais être incroyable. C'est un peu la même chose qu'on vit en ce moment avec la blockchain. On a la technologie, oui, mais l'infrastructure pour la faire tourner cette technologie-là à son plein potentiel, elle est pas encore au point. Parce que il y en a beaucoup qui pensent que les blockchains, surtout les applications sur blockchain, sont totalement décentralisées puis incassables, mais en réalité, ils dépendent quasiment toutes d'infrastructures centralisées. Genre quand tu utilises une DApp, une application décentralisée comme MetaMask par exemple, tu penses parler directement à la blockchain, mais au final, en fait, tu passes par des serveurs intermédiaires. Puis ces serveurs-là, s'ils tombent, c'est ton application complète qui crash avec. C'est déjà arrivé en 2020 avec Infura, l'infrastructure qui gère les nœuds d'Ethereum de MetaMask. C'était littéralement impossible d'envoyer des fonds, en fait, envoyer des transactions, peu importe, pendant des heures d'affilée. Puis c'est dans ce genre de moment-là que tu te rends compte que, ok, il va toujours avoir un intermédiaire qui pourrait fucker le process. C'est ça en fait qu'Anchor va apporter, de la vraie décentralisation d'infrastructures. C'est subtil, je le sais, mais faut absolument comprendre ça. Anchor veut donc être le projet qui se veut être un peu celui qui va construire les routes du Web3. Comme vraiment lui qui va permettre de fournir l'infrastructure, qui va permettre aux blockchains et aux applications décentralisées de vraiment, véritablement, enfin, fonctionner de manière décentralisée. Comment? Avec un réseau de serveurs partout dans le monde qui vont, assurer, la connexion résiliente entre les utilisateurs puis la blockchain parce qu'ils vont répartir la charge sur un réseau complet de nœuds au lieu de mettre ça sur un seul fournisseur centralisé. Bon, maintenant qu'on connaît un peu en général c'est quoi Anchor, autant voir comment ça marche pour de vrai parce que c'est bien beau avoir une belle idée, mais si la technologie ne suit pas derrière, ça vaut rien. Bon, comment ça marche concrètement Anchor? Il propose 4 produits ou solutions, peu importe comment vous voulez l'appeler, pour simplifier l'utilisation de la blockchain pour que les développeurs puissent focuser sur quoi? Sur leur projet au lieu de se casser la tête avec l'infrastructure. La première solution, qui est d'ailleurs probablement la plus importante, c'est son API Web3 puis ses services RPC multi-chain. Bon, ok, c'est quoi ça? Une API Web3, en gros, c'est ce qui va permettre aux développeurs d'envoyer des requêtes à la blockchain pour obtenir des données ou même exécuter des transactions sans se compliquer la vie. Pourquoi c'est value ça? Parce qu'avant, chaque développeur devait gérer leur propre nœud pour être capable de le faire. Puis c'était long, c'était complexe, puis surtout ça coûtait cher. Avec Anchor maintenant, les développeurs n'ont plus besoin de faire ça pendant tout parce que l'infrastructure de nœuds performante, surtout facile d'accès, est proposée par Anchor. Fait qu'ils peuvent maintenant coder beaucoup plus vite, réduire leur coût, puis surtout se concentrer vraiment sur leur projet. En gros, Anchor enlève une barrière technique qui a ultra ralenti l'adoption du Web3 pendant des années. Bon, c'est bien beau l'API Web3, mais il faut aussi que l'infrastructure, elle suive la cadence quand les projets vont grandir. Puis c'est là qu'Anchor est brillant parce que il offre aussi une solution de scaling pour être capable de booster la vitesse puis l'efficacité globale de la blockchain sans tout reconstruire de zéro. Encore une fois, comment? En leur permettant de lancer un roll-up, une sorte d'autoroute parallèle qui allège la charge de la blockchain principale en littéralement quelques clics. Genre en 2-3 étapes avec Anchor, c'est fait. Tu désancres ton roll-up avec les outils d'Anchor, Anchor déploie toute l'infrastructure pour toi, puis au final, tu ajoutes les outils que tu vas intégrer sur ta chaîne. C'est tout simple que ça. C'est littéralement du plug and play, mais pour les blockchains. Un peu à la Shopify, mais encore une fois pour les blockchains. En plus de service de scaling, il y a aussi des solutions de sécurité parce que c'est autant important avec ce qu'on appelle la Bitcoin Secured Infrastructure, qui permet en très bref de leverage la sécurité des blockchains des développeurs en appuyant leur sécurité sur le réseau Bitcoin. Pourquoi c'est puissant? Parce que Bitcoin avec son mécanisme de proof of work rend quasiment toute tentative de modification de l'historique quasiment impossible. Donc en fait, t'es plus secure en risque d'attaque que si t'étais backé en mode proof of stake. Bon, là on a des solutions pour améliorer la décentralisation, surtout d'infrastructures, améliorer la sécurité, améliorer surtout la scalabilité,
Manquerait juste d'en avoir pour le stacking, puis ben Anchor bouclerait la boucle. Puis ben Anchor, il y en a. Le stacking, on le sait, là, on verrouille des cryptos puis on gagne des récompenses en validant les transactions. C'est essentiel pour les blockchains en proof of stake. Mais le problème là-dedans, le problème majeur en fait, c'est un gros frein, c'est que l'argent reste bloqué dans le protocole. C'est impossible d'utiliser ces fonds-là ailleurs. Pour que leurs précieux clients soient capables de faire autre chose avec ce capital-là, ben il y a du liquid stacking. Du liquid stacking, c'est quoi? C'est une solution qui va te permettre de stacker tes cryptos normalement en fait, mais recevoir un jeton équivalent en termes de valeur comme du Anchor ETH pour de l'ETH stacké, tu vas pouvoir utiliser pour autre chose dans la DeFi. Donc c'est ingénieux parce que pour les utilisateurs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent générer encore plus de rendement avec leur capital. Puis pour Anchor, c'est intéressant aussi parce qu'ils vont être capables plus facilement d'attirer des utilisateurs sur leur plateforme. Donc c'est du win-win. En très bref, comment Anchor fait de l'argent? Ben c'est simple, en monétisant ses infrastructures. Les API et les services RPC en fait sont accessibles via un abonnement, donc c'est du pay as you go, fait que tu payes en fonction de l'usage que tu en fais, un peu comme un forfait téléphonique. Les services de scaling aussi fonctionnent un peu en mode SaaS parce que tu payes en fonction de l'hébergement et de l'optimisation de ta roll-up. Puis au niveau du stacking, ils prennent une partie des récompenses générées justement par le stacking. Donc modèle intelligent parce que ça crée un business model récurrent puis surtout ultra scalable. Bon, maintenant qu'on a compris comment ils étaient capables d'offrir une infrastructure solide puis performante, je pense que c'est le moment qu'on regarde s'ils ont la team pour être capable d'exécuter puis surtout continuer dans la bonne allée. Chandler Sung, Ryan Feng puis Stanley Wu, excusez avec l'accent, les trois cofondateurs en fait d'Anchor apportent chacun une pièce intéressante au projet. Chandler Sung, lui, le CEO d'Anchor, c'est un ancien software engineer chez AWS puis apporte aujourd'hui sa vision technique puis son expertise cloud au projet. Ryan Feng, lui, aujourd'hui CEO chez Anchor, vient du monde de la finance, lui, il a de l'expérience en fait chez Morgan Stanley, il a travaillé là en fait. Puis son rôle aujourd'hui, c'est de structurer le projet économiquement parlant puis surtout attirer des investisseurs. Puis Stanley Wu, lui, senior engineer chez AWS, qui est maintenant CTO du projet. C'est lui qui a mis en fait en place toute l'infrastructure technique du projet puis qui continue à la développer encore aujourd'hui. Donc bon à voir parce que c'est pas juste une équipe ultra tech, t'as aussi du monde qui sont en business puis même en finance en fait pour être capable d'avoir un projet qui dure vraiment plus sur le long terme. En tout cas, t'as beaucoup plus de chance. Puis Anchor, ça, ils l'ont à mon avis. Niveau levée de fonds, ils ont été capables de convaincre des gros investisseurs influents dans le monde des ventures capital comme Pantera Capital, même Binance Lab. Ils ont été capables d'aller chercher en fait un peu plus que 32 millions de dollars en tout. Puis ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le fait qu'ils ont été capables de garder l'intérêt des investisseurs sur plusieurs phases de financement. Ils ont fait 7 rounds de financement de 2018 à 2022, donc ils ont clairement réussi à quelque part à en fait séduire les investisseurs à plusieurs étapes de leur évolution. Pas juste au début sur du hype. Donc ça prouve qu'ils sont crédibles sur le long terme en fait. Qu'en est-il des partenaires maintenant? Donc déjà, Anchor travaille avec du lourd. On a Microsoft, Tencent Cloud, mais Mastercard qui collaborent avec eux. Ils font même affaire avec 71 blockchains pour permettre aux développeurs de développer sur la chaîne qu'ils préfèrent le plus. C'est intéressant de voir ça, mais ça ne dit pas à quel point ils sont en partenariat avec eux. Parce que il y en a des fois en fait qui utilisent des produits ou services d'une entreprise puis ils disent littéralement qu'ils collaborent avec eux. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut vérifier en fait. Bon, prenons Microsoft par exemple. C'est un bon exemple de vrai partenariat stratégique. Quand tu dois deal, tu te rends compte que Microsoft Azure, la plateforme cloud de Microsoft, utilise pour vrai le réseau de nœuds blockchain d'Anchor. Ils l'utilisent pour héberger puis optimiser l'accès aux données pour ses clients. Les autres partenariats, même chose, tant avec Tencent Cloud que Mastercard ou whatever, c'est des vrais partenariats qui vont chercher vraiment à intégrer directement la technologie dans leur service. Après, il y a aussi les partenariats avec Optimism et les autres blockchains qui c'est plus en mode, ok, Anchor les intègre dans leur écosystème, mais c'est pas des partenariats. Mais tu sais, il a quand même fallu pour la plupart qu'ils valident l'intégration puis qu'il y ait une certaine collaboration technique, donc c'est quand même des partenaires aussi. Anchor, c'est pas un projet qui date d'hier. Au début, c'était juste une idée ambitieuse, révolutionner le cloud computing avec la blockchain. Puis, ben, ils ont construit leur réseau de nœuds, développé leur service de stacking liquide, puis ils ont lancé plus récemment Neura, une blockchain construite pour l'IA. Elle a été sortie en mars 2024. Elle va permettre en fait de scaler l'intelligence artificielle de plusieurs façons, comme avec du stockage distribué, avec des fournisseurs comme Megan Layer, même R-Wave, puis avec du financement Web3, du crowdsourcing qu'on appelle. Puis en fait, pour faciliter la levée de fonds en fait pour les nouveaux projets d'IA. Chaque étape de son évolution en fait a permis d'apporter une nouvelle fonctionnalité, mais surtout plus d'utilisateurs. Mais est-ce que cette progression-là a continué ou elle stagne aujourd'hui? Déjà, Anchor traite aujourd'hui plus de 8 milliards de requêtes blockchain par jour sur plus de 60 blockchains. C'est littéralement le plus gros fournisseur APC du secteur. Au point intéressant, la Total Value Lock, la TVL, est en ce moment même à 43 millions de dollars aujourd'hui. Si on regarde dans l'histoire, la TVL d'Anchor est passée de 3 millions en décembre 2020 à 250 millions en novembre 2021. Avant de redescendre les alentours en fait dans un range entre les 40 et 110 millions parce que ça oscille depuis 2024. C'est pas tant bon à voir ça. L'activité de développement sur GitHub est pas folle elle non plus. Tu vois qu'il y a des mises à jour de temps à autre, dépendamment en combien 2 par semaine, je pense. En moyenne, c'est 2 par semaine, mais ce qui est vraiment pas gros. Le nombre de token holders aussi stagne autour des 50 000 lui depuis un an, ce qui montre clairement une absence de croissance à ce niveau-là. Niveau adresse active, eux, ils ont chuté littéralement. On est passé d'environ 1500 par semaine début 2024 à 700 aujourd'hui.
Bon, qu'est-ce que ces chiffres-là nous disent? Ben, on voit clairement une stabilisation. L'infra fonctionne, les services sont en place, mais il n'y a aucun gros move récent qui montre qu'il va y avoir une nouvelle phase d'expansion. Ça donne l'impression qu'NQ est plus en mode maintien qu'en pleine innovation, mais le problème, c'est que c'est faux. Il développe sur plein de trucs, il développe sur Neura justement, c'est déjà gros ça. Il développe aussi sur de la finance sur Bitcoin, il développe toujours beaucoup de partenariats. C'est peut-être juste une question de timing aussi, mais pour le moment, j'aime pas voir ce que je vois. NQ sur X, c'est plus de 230 000 abonnés. Ça peut paraître huge, mais faut voir ça dans le contexte. NQ, c'est pas un projet qui est sorti il y a 6 mois, c'est un projet qui est là depuis 2018 avec une capitalisation de genre 200 millions US. Fait que c'est pas tant incroyable les 230 000 abonnés. Là où tu peux voir les projets qui ont de l'engagement ou de la traction, c'est dans leur interaction. Puis ben les posts d'NQ font entre 4 et 6 000 vues. Ça fait un taux d'engagement de genre 2% max. Fait que c'est vraiment pas fou non plus. J'enlève pas par contre dans la réflexion que ça se peut que la communauté soit solide, mais qu'elle soit juste vraiment passive. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Mais si je veux tirer des conclusions rapides, t'investis pas sur NQ pour l'engagement de la communauté, ça c'est certain. Un bon token, c'est vraiment mon avis, mais c'est un token qui, au fur et à mesure que le projet grandit, plus il devient indispensable. Puis NQ là-dessus sont assez bons. Premièrement, le token NQ, c'est lui qui fait tourner l'écosystème au complet. Il y a quatre utilités qui vont vraiment devenir des mécanismes de prise de valeur derrière pour le token. Premièrement, il permet de payer tous les services du réseau. Donc, plus il va y avoir d'utilisateurs, puis plus la demande va être grande, puis qui dit plus de demande dit augmentation du prix. Pas tout par contre. Il permet aussi de récompenser tous ceux qui fournissent de la puissance de calcul puis qui gèrent les nœuds. En fait, les fournisseurs sont payés en NQ. Donc, ça crée une sorte de demande constante pour le token, ce qui est bon pour sa valeur. Ceux qui font du stacking aussi sur le réseau sont récompensés en NQ. Donc, plus il va y avoir de stacking, puis plus la faire circulation va diminuer, ce qui amène une certaine rareté. Puis qui dit rareté, encore une fois, dit augmentation du prix. Puis finalement, donner des NQ, ça donne un droit de vote sur les décisions du réseau. Donc ça crée une certaine pression acheteuse, mais c'est pas le truc qui va faire en sorte que les gens vont acheter. Donc sur papier, c'est du solide niveau utilité pour que le token puisse prendre la valeur au fur et à mesure que l'adoption va grandir. Mais l'inflation, elle est-tu bien maîtrisée ou on se fait dump dessus? Ben il n'y a aucune inflation. L'offre maximale est plafonnée à 10 milliards, puis il y en a 10 milliards en circulation. Donc il n'y en a plus qui peuvent se faire libérer sur le marché en fait. Même au contraire, environ 2% de la circulation qui se sont fait enlever depuis 2022. Donc, dans certains cas, même ça montre que ça peut même être réduit. Ok, imaginez-vous, 1er janvier 2021, vous avez mis 1000$ sur NQ, puis vous avez été chanceux, vous êtes sorti au pic au top du bull run, vous seriez sorti avec 20 000$. Il a littéralement fait un x20 en 4 mois. Mais ça, c'est toujours beau, c'est facile à dire, c'est dans le passé. Aujourd'hui, le prix tourne autour des 2 sous par token, fait que la question est quand même simple, en fait, est simple. Est-ce qu'NQ peut refaire des performances comme il a fait en 2021 ou même encore mieux? Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a un historique de pump massif, mais ce que j'aime vraiment pas voir, c'est qu'il est encore dans son range, il est quasiment au bas de son range qui dure depuis 2022. Ça pour moi, honnêtement, c'est ultra bearish. Par contre, si on parle vraiment niveau fondamental, il y aurait des raisons pourquoi NQ pourrait augmenter en prix pour les prochains mois. Il y a une bonne technologie, il y a une bonne team, il y a des bons partenaires, il y a aussi, je pense, vraiment une excellente économique par rapport à beaucoup d'autres projets, même qu'il est dans un narratif en vogue, celui du Deepin, parce que c'est l'infrastructure décentralisée, mais son adoption, à mon avis, est ordinaire, il n'y a pas une communauté incroyable, puis en plus, c'est les deux choses les plus importantes, à mon avis, pour voir une vraie traction sur un projet. Donc, mon verdict, je le dis ouvertement, potentiellement que je me trompe, mais je pense sincèrement, je veux pas dire sincèrement, mais je pense qu'on va pas être capable de revoir des performances comme on a vu en 2021. Ça me surprendrait bien gros. Est-ce que quelqu'un peut faire un x10 à partir d'ici? C'est possible, mais je pense que tu as des bien meilleurs bets à prendre sur d'autres projets en termes de ratio risque-récompense. Donc voilà, on a analysé NQ en détail. Puis oui, il y a clairement du potentiel NQ, mais le potentiel, ça suffit pas toujours en crypto. Ce qui compte, c'est souvent le bon timing. Faites attention par contre à une chose, si vous vous lancez sans comprendre vraiment les problèmes réels, actuels qu'on vit en ce moment avec la technologie blockchain, c'est assez risqué. Parce que sans comprendre le problème, comment tu veux vraiment comprendre la solution qu'on essaie d'apporter? J'ai fait une vidéo dernièrement qui a été vraiment appréciée, qui parlait justement de les problèmes les plus majeurs, je pense, en crypto qu'on vit en ce moment avec la technologie blockchain, le trilemme des blockchains puis l'interopérabilité entre les blockchains. En plus, je mets ça sous forme de présentation de projet qui veut justement régler ces deux problèmes-là, le Nervous Network. Allez l'écouter si ça vaut la peine. En passant, on a dépassé les 100 abonnés, merci à vous. Prochain objectif, un autre x10, on sera à 1000 abonnés ensemble. Comme toujours, posez vos questions en commentaire si vous en avez, puis on va continuer la discussion là-bas ensemble. C'était Étienne, peace!